Salut à tous, petite mise à jour rapide. Les vidéos vont ralentir un peu ces prochains temps. La vie réelle elle prend beaucoup de place en ce moment, le travail surtout. Mais je suis toujours là, Abisso continue, juste à un rythme différent. Alors merci beaucoup pour votre patience et pour votre soutien. Que t'aies déjà fait de la randonnée ou jamais mis les pieds en forêt de ta vie, t'as peut-être déjà ressenti cette sensation, celle où t'as l'impression que là, maintenant, rien ne peut t'arriver, parce que t'as ton GPS, tes chaussures de marche et ta petite paille filtrante. Alors tu te prends à agir comme les premiers hommes de la Terre, mais en mieux équipé. T'as prévu le coup si jamais un ours se pointe parce que t'as ton spray et ton couteau sur toi, t'as checké la météo et t'as dit à quelqu'un où tu allais, alors t'es imbattable dans ces conditions. Aucun humain sensé n'attaquerait quelqu'un d'aussi bien préparé, mais bien équipé peut-être, sauf que tu n'as aucune connaissance du terrain. Dans ta tête, tu ne vas pas aussi loin que ça. Et c'est là que nos histoires commencent. Mais avant, je dois vous parler d'un truc. Il existe un biais cognitif qu'on appelle le biais d'optimisme en contexte naturel. On associe la nature à la liberté, à l'espace et au calme. Alors ça suffit pour que le cerveau décide que c'est un endroit sûr. Pas consciemment, mais automatiquement. Et quand le cerveau a décidé que tu es en sécurité, il reclasse les signaux d'alarme. Parce que le bruit dans les buissons, ça devient un écureuil, l'inconnu qui sort des arbres, ça devient un randonneur peut-être perdu. Et tu remarques que tu as une explication pour tout. Et c'est toujours l'explication la moins effrayante pour toi. Alors là, je vais vous raconter deux histoires dans deux endroits différents, à deux époques différentes, avec une seule question. Est-ce que la nature nous rend vraiment plus alertes ou est-ce que elle nous donne juste l'impression de l'être? Bienvenue. Oregon, Cascade Mountains, été 1988. Elle a 10 ans. Avec elle ce week-end, il y a sa mère, son père, sa meilleure amie et leur golden retriever, Amber. Alors, c'est une famille très outdoor, donc beaucoup de camping avant ça et beaucoup après ça. Mais ce week-end-là, elle s'en souviendra toute sa vie. Son père lui a récemment redonné quelques détails qu'elle avait en plus de ça oubliés. Ce trip, c'est un peu comme les précédents, un break chargé, sac sur le dos, direction un de leurs lacs préférés, près de la Waldo Lake Wilderness. Et pour rendre ça encore meilleur, c'était son anniversaire, alors elle avait choisi le lac. Arrivé au trailhead, le père sort son arme et la fixe à sa ceinture. Parce qu'en Oregon, à l'époque, le port visible est autorisé en forêt nationale. Donc il l'a toujours sur lui dans les bois, et qu'une fois, ça leur a servi face à un ours. Le lac, il est à environ 6,5 km de marche, à travers une forêt dense. Le sentier est bien entretenu, rarement fréquenté, alors ils s'en vont. Avec Amber qui court devant eux, tout excitée. Dans les années 80, c'est normal sur les sentiers forestiers, et elle adore les gens. Elle revient toujours après, et environ après 3 km, ils ne croisent personne. Donc juste eux, les arbres et les rires. Sarah et son amie partent devant, pressées de retrouver leur meilleur emplacement au bord du lac. Et Amber bondit devant elles. Elles ont environ 20 mètres d'avance sur les parents quand Amber, elle s'arrête net. Les poils dans son dos, ils sont hérissés et elle commence à émettre un petit grognement sourd, assez bas, un truc qu'elle fait rarement. Alors Sarah pense d'abord à un écureuil, à un oiseau, un truc peut-être caché dans les buissons, mais Amber ne grogne jamais comme ça. Alors elle recule immédiatement, les parents les rejoignent. Le père s'avance jusqu'à Amber, il regarde un peu autour. Amber couine un peu en regardant hors du sentier, alors il la réconforte, la rappelle et repart devant. Il dit que c'était probablement un animal parce que il n'a rien vu. 10 minutes plus tard, tout le monde a oublié. Alors ils arrivent au lac, il n'y a personne. L'eau est propre et bleue. Il y a l'ombre des arbres qui rend l'endroit parfait et ils installent le camp. Les parents partent pêcher un peu plus bas sur les berges et Sarah et son amie filent de l'autre côté du lac avec Amber pour attraper des petites salamandres. Après environ 200 mètres, Amber s'arrête de nouveau et se remet à grogner. Alors là, les filles, elles s'arrêtent. Elles entendent des bruits de branches et là, juste devant elles, un homme commence à sortir des arbres. Donc Amber reste collée à leur côte et elle montre les dents. L'homme est plus grand que le père, au moins 1,90 m, assez mince mais des épaules très larges. Il est propre, soigné, avec un pantalon noir, un polo blanc, des mocassins. Il a pas l'air d'avoir marché du tout, il n'est pas habillé pour la forêt. Il ressemble à quelqu'un, en fait, qui sort de l'église. Alors, elle reste là, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et Amber commence à aboyer, sauf que l'homme bouge pas, non, il sourit avec un sourire bizarre. Le sourire de quelqu'un qui pense
que c'est comme ça qu'on est censé sourire approximativement. Et là, les parents entendent Amber et ils appellent les filles. Alors elles rebroussent chemin, le père les a rejoints à mi-chemin et dit aux filles de retourner au camp avec la mère et repart parler à cet inconnu. De retour au camp, la mère s'assoit avec les filles, le père parle avec l'homme, et il demande s'il a besoin d'aide, s'il campe dans le coin, et il est poli et calme, mais clairement sur ses gardes. Le père, c'est un ancien militaire, alors quand il veut, il peut concrètement être intimidant. L'homme dit alors qu'il se promenait juste, qu'il ne voulait pas déranger, il dit au revoir et repart dans les bois. Le père revient, s'assoit, il pense que c'est probablement un campeur qui ne connaît rien à la forêt. Mais il dit qu'il avait un drôle de feeling avec lui et qu'il va garder un œil. Amber reste calme, mais continue de regarder dans la direction où l'homme est parti. Un peu plus tard, il y a le feu de camp, le dîner. Sarah et son amie décident d'aller dans leur tente lire des livres. Amber les suit et s'allonge juste devant la porte de la tente. Les parents descendent au bord du lac, jamais à plus de 50 mètres. Puis après, Amber commence à grogner. Des pas dans les bois derrière la tente et une respiration lourde, un peu gutturale. Alors les deux filles éteignent leur lampe et se taisent pour écouter. Les pas s'arrêtent à la lisière des arbres. Et là, Amber aboie. Les pas reculent dans les bois. Et Amber commence à un peu couiner. Et les parents entendent et remontent au camp. Sarah leur explique. Le père dit qu'il a entendu Amber, c'est pour ça qu'il est revenu. Il dit qu'ils verront pour déplacer le camp le matin. Parce qu'il reste encore 3 jours de trip. Et que rien de grave ne s'est passé pour l'instant, mais ils vont quand même rester vigilants. Il dit à tout le monde d'essayer de dormir, et il dit ça d'une voix calme. Puis il s'assoit dehors, devant la tente, et il rallume pas sa lampe. Il reste dans le noir, face aux arbres, et Amber va s'installer à côté de lui. Le lendemain matin, petit déjeuner, pêche au bord du lac. En vrai, une assez belle journée. Les événements de la veille sont presque oubliés, et vers midi, ils décident d'aller faire une courte randonnée jusqu'à une cascade au-dessus du lac. 1 heure. Pas plus. 1 heure plus tard, ils reviennent. Et là, les tentes, elles sont ouvertes. Les sacs de couchage sont traînés en dehors sur le sol. Et le père dit aux filles de rester avec leur mère. Il va voir. Il revient, rien de volé. Mais c'était pas un animal. Il dit qu'ils doivent plier le camp, rentrer à la voiture et trouver un autre endroit pour les prochains jours. Mais c'est pas un animal, ça? Non, un animal, ça vole de la nourriture. Là, rien n'a été volé. C'était pour savoir ce qu'il y avait, pour savoir qui ils étaient. Elle entend l'urgence dans sa voix, même s'il essaie de ne pas les effrayer. Ils plient tout et repartent au pas de course. Le père devant, Amber à ses côtés. Ils arrivent à la voiture dans un temps record. Sauf que là, le pneu avant est à plat. Il n'est pas dégonflé, non, il est tranché et le père change la roue en vitesse. Il charge tout dans la voiture et il essaie de démarrer. Ça démarre pas. Il sort, il ouvre le capot. Et il se rend compte que les fils de bougie ont été arrachés. Parce que sur les vieilles TV Break de l'époque, le capot s'ouvre de l'extérieur sans mécanisme interne. N'importe qui pouvait donc y accéder. Alors il referme le capot, dit quelques mots bien sentis, donne un coup de pied dans les cailloux. Ils sont coincés. Personne d'autre au parking, pas de réseau et la route la plus proche à plusieurs kilomètres. Après quelques minutes de discussion, décision. Le père part à pied vers la ville pour acheter des pièces et la mère reste avec les filles et Amber. Quelques heures passent, personne n'arrive, il fait chaud, ils ont faim et la mère prépare à manger. Ils s'installent à l'ombre d'un arbre et Amber est assez calme. Puis d'un coup, elle bondit et commence à couiner parce que l'homme au polo blanc descend du sentier et s'approche. Il demande à la mère s'ils ont besoin d'aide, dit que son camp est proche et qu'elles peuvent venir attendre là-bas. La mère dit non merci, que c'est réglé, que son mari revient bientôt. L'homme dit que c'est pas prudent pour une jolie dame avec 2 petites filles. Et la mère répète qu'elles n'ont besoin de rien et qu'il peut repartir. Il sourit, il repart. La mère est visiblement secouée, elle revient vers les filles, leur dit de rester proches, de ne surtout pas s'éloigner. Amber reste collé contre ses jambes. Et environ 30 minutes plus tard, l'homme revient. Sauf que cette fois, il n'est pas seul. Un deuxième homme, un peu plus jeune, marche à côté de lui, habillé en campeur, avec un regard dur. Il s'approche, la mère tient bon, Amber se met à grogner, les poils dans le dos hérissés, et les 2 hommes les encerclent. Lentement, naturellement, comme si c'était pas intentionnel. L'homme au polo dit qu'elles vont venir avec eux, que c'est pas une question. La mère recule d'un pas sans quitter les hommes des yeux et sort le couteau Bowie de sa ceinture. Sauf que ce que les 2 hommes ne savaient pas, c'est qu'elle donne des cours d'autodéfense pour femmes. Et alors le couteau, c'est pas un geste de panique. Sa voix, elle change pas d'un ton. Elle dit vous partez maintenant. Les hommes rongent pas. Elles disent qu'elles viennent avec eux ou ils leur feront du mal. Amber passe devant et se place entre eux et les filles. Elle aboie.
Les hommes s'arrêtent et là, il y a un camion qui rentre dans le parking. C'est le ranger forestier avec le père sur le siège passager. Les deux hommes voient le camion et partent en courant. Ils disparaissent dans les arbres en quelques secondes. Le père saute du camion et court vers elle. Le ranger demande ce qui s'est passé. La mère explique tout. Le ranger repart chercher les hommes. Et le père dit qu'il marchait depuis environ 8 km quand le ranger l'a récupéré et emmené en ville pour acheter la pièce. Puis l'a ramené à la voiture. Et en apprenant ce qui s'était passé, il était furieux. Le ranger revient. Il a failli les rattraper, mais leur camion avec une caravane attelée est parti en trombe sur une ancienne route forestière derrière le lac. Pas de plaque. Il transmet la description au shérif local et il attend que le père épare la voiture. Ils décident de ne pas continuer le camping, alors ils roulent 2 heures jusqu'à la côte et finissent le trip dans un hôtel. Quelques jours plus tard, un adjoint appelle le père. Ils n'ont pas été retrouvés. L'adjoint pense que c'était prémédité. Il regardait depuis le sentier et ont saboté le camp pour tester la réaction du père. Quand il s'est avéré trop menaçant, ils ont attendu qu'il parte et saboté la voiture pour les isoler. Rien n'est jamais venu de l'enquête. Et des années plus tard, elle a cherché des affaires similaires dans la région. Quelques vols, quelques effractions et une jeune femme, disparue avec son chien dans un secteur proche à la même époque. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Amber a vécu jusqu'à 12 ans et est partie entourée des gens qu'elle aimait. Dans cette histoire, les signaux étaient là depuis le début. Amber les a captés à chaque fois, le père aussi, et à chaque fois, il a trouvé une version moins effrayante de ce qu'il voyait. L'homme en costume, c'était un campeur perdu, les pas et la respiration dans la nuit, c'était un animal, et le camp saccagé, c'était enfin le moment de partir. Mais les sorties, elles, étaient déjà coupées. Maintenant, imagine que tu as tout anticipé, que tu as réfléchi aux risques avant de partir, que tu as organisé l'espace pour être en sécurité. Le sentiment de quelqu'un qui fait ses devoirs et qui peut enfin se détendre. Est-ce que ça change quelque chose? Pacifique Northwest, source chaude quelque part, au milieu de nulle part. Il y a quelqu'un, et cette personne, elle a tenu cette histoire pour elle pendant 6 ans, parce que ça sonne complètement fou et parce que on lui dit de ne pas en parler. Il y a 6 ans, elle part camper avec son copain de l'époque. L'endroit est accessible en voiture par des pistes un peu rugueuses. Le poste est juste à côté des sentiers de randonnée, pas très loin des sources chaudes naturelles et d'une grande cascade. Au milieu de nulle part, personne autour d'eux, ils installent le camp à côté de la voiture, vont randonner, trempent un peu dans les sources chaudes, rentrent dîner. Une journée normale, et franchement une belle journée, je suis un peu jalouse derrière mon PC. Avant de dormir, elle fait le tour. La glacière et la radio dans la voiture verrouillée, les clés dans la poche de son sac à dos. Le sac à dos est posé contre son sac de couchage, côté opposé à la porte de la tente. Et lui dort côté porte, arme à portée de main. Tout est prévu. Alors il s'endorme. Sauf que le lendemain matin, de l'intérieur de la tente, tout semble normal, c'est en sortant que ça commence. Parce que le foyer du feu est défait, la glacière est renversée, la nourriture est éparpillée partout, la radio en morceaux contre un arbre, elle a été fracassée, les 4 portes de la voiture sont ouvertes et le coffre aussi. Alors il reste là sans bouger, la forêt ne fait pas un bruit. C'est pas le calme du matin, non, c'est autre chose. Le genre de mutisme qu'on reconnaît pas tout de suite, mais qui fait que les oiseaux ne bougent plus, que les insectes ont disparu, et que tout ce qui avait un instinct a décidé de se faire oublier. Il dit qu'elle n'a pas fermé la voiture. Sa voix est un peu plate et mécanique. Trouver une explication banale pour remettre le monde à l'endroit. Elle retourne dans la tente, cherche les clés dans son sac, sauf qu'elles sont pas là. Elle fouille 2 fois, 3 fois. Elle vide le sac entièrement sur le sol, rien. Elle ressort et les trouve par terre, juste à côté de la portière conducteur, posée là, assez proprement. Alors, ils chargent tout dans le coffre et partent sans un mot. Lui, il conduit les 2 mains sur le volant. Des kilomètres passent sans qu'il ne dise un mot. Alors elle attend. Presque arrivé à la maison, il commence à parler. Il dit qu'il a fait un rêve. Sa voix est un peu bizarre. Elle est posée comme quelqu'un qui choisit très soigneusement ses mots pour pas dire plus que ce qu'il veut dire. Et dans ce rêve, quelque chose était agenouillé au-dessus de lui dans la tente. Cette chose tenait son arme. Ça le regardait. Commence à poser des questions et là il se ferme. Il dit de laisser tomber. Il dit de ne plus jamais en parler. Et ce qu'elle dira des années plus tard dans les commentaires, l'arme était toujours là au réveil, juste à côté de lui. Rien de volé, pas même dans la nourriture. Elle a respecté son silence pendant 6 ans.
6 ans à tourner autour de cette nuit sans pouvoir y toucher et sans pouvoir demander une réponse. La théorie la plus upvotée dans les commentaires du post, c'est le somnambulisme. En vrai, l'argument tient. Impossible qu'un inconnu entre dans une tente, passe par-dessus 2 personnes endormies, fouille un sac à dos jusqu'à trouver les clés au fond d'une poche, ressorte, ouvre la voiture, fracasse la radio, remette les clés par terre et tout ça sans réveiller personne. Le son seul aurait suffi. Une tente, ça s'entend et ça se sent bouger. Mais quelqu'un qui dort là, qui se lève sans s'en rendre compte, ça, elle l'aurait pas entendu. Parce qu'elle dormait à côté de lui. Parce qu'elle ne s'attendait pas à surveiller la personne dans son propre sac de couchage. Et si c'est ça, ce qu'il a vu dans son rêve, c'était peut-être lui-même, debout, tenant son arme, se regardant de l'extérieur dans un état un peu dissocié, et il a préféré ne jamais en reparler. Pas parce qu'il avait peur de ce qui était entré dans la tente, mais parce qu'il avait peur de ce que ça voulait dire si c'était lui. Il était genre à ne pas croire aux trucs paranormaux ou inexpliqués. Sa théorie à elle, il pouvait pas expliquer ce qui s'était passé, alors il a fermé la porte. Elle campe encore aujourd'hui, juste plus à cet endroit, parce que on ne sait pas et on ne saura jamais. Dans la première histoire, ils étaient préparés, expérimentés et armés. Et Amber captait tout à chaque fois, sans exception, sauf qu'à chaque fois, le père a trouvé une version moins effrayante de ce qu'il voyait. Et ils ont continué. Et enfin, quand ils ont voulu partir, les sorties étaient coupées. Dans la deuxième, ils avaient tout organisé, clés dans le sac, arme côté porte. Quelque chose est quand même entré, a pris les clés, a tenu l'arme au-dessus de lui pendant qu'il dormait. Être bien préparé les a concrètement juste aidés à dormir plus profondément. Ce qu'il a vu dans ce soi-disant rêve, parce qu'on ne sait pas si c'en était un, ce qu'on sait, c'est qu'il a préféré ne jamais en reparler, et ça, c'est bizarre à entendre, parce que ça veut dire qu'il sait, lui, il sait ce qu'il a vu. Alors, l'association qui gère l'Appalachian Trail a des règles très précises pour ça. Ne jamais dire à un inconnu qu'on est seul, ne jamais donner l'emplacement de son camp, partir vite sans explication si quelqu'un met mal à l'aise, faire confiance à son instinct même si ça semble irrationnel, même quand t'as pas de preuves, même quand l'autre personne a l'air inoffensive. Ces règles existent pas parce que la forêt est dangereuse en soi, elles existent parce que l'isolement, ça change tout. En ville, si quelque chose cloche, t'as des gens autour, du réseau, des sorties, en forêt. T'as rien de tout ça. Les gens qui veulent te faire du mal le savent mieux que toi. Le sentiment de maîtrise qu'on a quand on est bien équipé, les bonnes chaussures, le spray, le couteau sur la hanche, l'arme posée à côté du sac de couchage. Ce sentiment-là, il protège pas, il endort. Les 2 hommes de l'Oregon n'ont jamais été retrouvés. Et un truc dans cette histoire veut pas quitter ma tête. Le plan était trop rodé pour être improvisé. Saboter le camp pour tester la réaction du père, attendre qu'il parte, couper les sorties. Ça ressemble pas à un crime d'opportunité, c'est méthodique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient probablement fait ça avant, qu'ils ont probablement continué après. Ce qui s'est passé dans cette tente dans les Rocheuses n'a jamais été nommé, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, pas ce qu'on sait, mais tout ce qu'on ne saura jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo.